Bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans 5 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire de l'intégration consacré aujourd'hui à un sujet qui touche directement les pratiques de terrain, comprendre et dépasser le choc culturel dans l'accompagnement. Alors je me présente, je suis Laura Prévost, j'en profite également pour vous présenter ma collègue Charlotte Lavaux qui animera à mes côtés ces échanges. Nous sommes toutes deux chargées de mission au Centre Appui Ressources Intégration, un projet national cofinancé par l'Union européenne et le ministère de l'Intérieur qui propose chaque année un webinaire de l'intégration. Alors, petite information, ce webinaire, il va durer 1h30. Nous vous informons qu'il est enregistré et qu'il sera rediffusé sur la chaîne YouTube de France Terre d'Asile, mais également sur le site internet du Centre Appui Ressources. Alors, pourquoi nous avons choisi cette thématique? Nous savons combien les professionnels sont engagés au quotidien dans la rencontre avec des personnes au parcours, aux cultures, aux repères parfois très différents. Et cette diversité est une richesse, mais elle peut aussi amener son lot de défis relationnels, d'incompréhension ou de décalage. Ce webinaire a justement pour objectif d'offrir un temps de respiration, de réflexion et d'échange pour vous, les professionnels de l'accompagnement afin que vous puissiez mettre des mots sur vos expériences, partager vos questionnements et trouver ensemble des pistes pour agir plus sereinement. Le choc culturel, c'est une rencontre qui parfois vient bousculer nos repères. Cela peut susciter de la curiosité, de la surprise, mais aussi de la frustration, du découragement, parfois même un sentiment d'impuissance. Ce n'est pas uniquement vécu par les personnes bénéficiaires d'une protection internationale, mais également par les professionnels aussi qui peuvent être déstabilisés face à des comportements, à des valeurs, à des réactions qui semblent parfois incompréhensibles au premier abord. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de comprendre ce qui se passe dans ces moments, d'en repérer les mécanismes et surtout de voir comment les transformer en levier pour améliorer l'accompagnement. Pour nous accompagner dans cette exploration, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenantes au parcours complémentaire. Tout d'abord, Cécile Stola, psychologue, clinicienne et formatrice en interculturalité, cofondatrice d'Élan Interculturel et qui travaille depuis près de 20 ans auprès des personnes migrantes, primo-arrivantes, mais aussi auprès des professionnels de la santé, du social et de l'éducation. Elle s'appuie sur les neurosciences et sur son expérience clinique pour faciliter l'adaptation et le dialogue interculturel. À ses côtés, Specios Cabenza, éducatrice spécialisée et aujourd'hui coordinatrice sociale et soutien à la parentalité au sein du projet AMAD de France Terre d'Asile. Forte d'une riche expérience auprès des publics migrants et de familles, elle accompagne les équipes sociales dans la mise en place d'actions concrètes et de soutien à la parentalité et d'adaptation culturelle. Ensemble, elles croiseront leurs regards pour mieux comprendre les dynamiques du choc culturel et identifier les outils concrets pour y faire face dans vos pratiques quotidiennes. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenantes, je vous précise que nous garderons un temps d'échange à la fin du webinaire pour répondre à vos questionnements, réactions. N'hésitez donc pas à les noter tout au long des interventions, dans le chat, l'espace de discussion, et on y reviendra à la fin. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer ce webinaire. Je laisse du coup Charlotte prendre la relève. Merci beaucoup. Bon webinaire. Merci beaucoup Laura pour cette introduction. Et du coup, sans plus attendre, je vais m'adresser à Cécile pour rentrer dans le vif du sujet et poser ma première question. Donc Cécile, on utilise souvent le mot culture, mais c'est un terme en fait qui peut recouvrir beaucoup de choses. Et donc moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on met vraiment derrière ce terme? Bonjour, bon, merci beaucoup de l'invitation. Donc, oui, on utilise Ah, beaucoup. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Donc, on utilise beaucoup en anthropologie, en sociologie, en psychologie interculturelle, la métaphore de l'iceberg. Oui, que c'est un modèle développé par un anthropologue, Edward Holt, il y a quelques années. Et pourquoi l'iceberg? Pourquoi cette métaphore? Oui, parce qu'un iceberg, il y a une partie visible au-dessus de l'eau, mais qu'en réalité, c'est un tout petit morceau d'une plus grande partie. Donc, dans les icebergs, on voit seulement une partie visible qui est soutenue, supportée par une grosse masse qui est invisible. Pour la culture, c'est pareil. La culture, on va voir seulement, on dit, un 10% de tout ce qu'on appelle les manifestations culturelles. L'architecture, les repas, les traditions, les comportements, les accents, la langue.
mais toutes ces manifestations culturelles vont être supportées, soutenues par des valeurs, des croyances, et une histoire, des représentations du monde qu'on ne les voit pas, qui ne sont pas visibles, mais qui ont toute une logique pour soutenir tout ce qu'on peut observer, entendre, sentir, toucher. Merci beaucoup, Cécile, pour cette explication. Donc, si je comprends bien, il existe toute une partie invisible de cet iceberg. Alors, comment je peux identifier que mon comportement est impacté par mon prisme culturel? Bon, en réalité, la culture va façonner notre identité parce que la culture va nous transmettre des normes, des modèles, des valeurs, des représentations du monde. Et toutes ces représentations, ces valeurs, ces stéréotypes, ces préjugés qui sont très ancrés vont quelque part conditionner et orienter nos comportements, nos choix. Et la culture impacte aussi, parce qu'on utilise beaucoup la métaphore de lunettes culturelles. Lunettes culturelles parce que cette culture va filtrer tout ce qu'on regarde, va être évalué à travers ces lunettes culturelles. Et toutes les appréciations, toutes les manifestations des autres vont être filtrées par justement les préjugés, les stéréotypes et les valeurs. Et cette interprétation va construire, oui, une représentation, une catégorie. Cette catégorie, cette représentation va inévitablement déclencher des émotions, et ces émotions vont aussi déclencher des comportements. Tout c'est très courant et ça va très très vite. Merci beaucoup, Cécile, pour cette explication. Donc, je vais peut-être me retourner aussi un petit peu sur Spéciose. Est-ce que vous auriez été témoin de situations dans laquelle la métaphore des lunettes culturelles que vient d'expliquer Cécile a pu se manifester? Merci beaucoup. Alors là, oui, à différents niveaux et dans différentes situations, mais ici, je vais vous donner un seul exemple. Donc, cette métaphore de lunettes culturelles, ça me fait penser à un moment où je travaillais au sein d'un centre maternel. Et à ce moment-là, donc, nous accueillons les jeunes mamans et il y en a une qui est sur le point d'accoucher. Et elle arrive et à l'aidant de s'installer, on se rend compte qu'elle n'a rien dans ses bagages qui fait penser à l'arrivée prochaine du bébé. Et sans nous laisser le temps d'aider la future mère au fait à s'équiper, l'accouchement arrive plus tôt que prévu. Et donc ça arrive surtout pour les premières grossesses, donc que le bébé arrive avant. Et donc, la maman, elle est conduite à l'hôpital, à la maternité, elle accouche, enfin, normalement, voilà, dans les conditions normales. Sauf que vite fait, les professionnels de l'hôpital vont se rendre compte que cette maman, au fait, n'est pas assez impliquée, au fait, enfin, je vais dire, dans sa maternité. Et donc, ils vont nous alerter en nous disant, attention, la maman n'est pas assez investie. Elle dort beaucoup et ne demande pas à voir son bébé, au fait des choses qui paraissaient normales aux professionnels, enfin, je dirais au fait qui paraissent normales. Et voilà, et donc ils ont remarqué ça, ça les a inquiétés. Et au retour au centre, quelques éléments aussi vont nous alerter, donc au centre maternel. La maman continue à dormir beaucoup. Et nous, on est souvent alertés par les pleurs du bébé et qu'au fait, on ne voit pas que la maman ne se précipite pas pour aller le consoler, aller le prendre dans ses bras et nous continuons à veiller sur sa façon de se comporter. Et nous allons encore être alertés par un autre élément, enfin, que nous estimions quand même assez, enfin, assez grave, je vais le dire comme ça. Et la maman, elle n'ouvre jamais les fenêtres, elle est toujours enfermée dans le noir. Et en plus d'être dans le noir, c'est que sa chambre est envahie par de fortes odeurs qu'on ressentait au fait quand on entrait et parce qu'elle brûlait régulièrement de l'encens. Et donc, nous, en tant que professionnels, ce que nous allons faire, en fait, c'est de enfin, titiller un peu la maman
pour l'inviter à ouvrir régulièrement les fenêtres pour permettre à son bébé d'apprendre un peu des repères sur le temps. Ça fait partie au fait de l'éducation, enfin de l'éducation, de l'éducation de base, au fait des repères de base qu'on donne au bébé pour qu'il arrive à distinguer le jour, la nuit, etc. Et que aussi la maman puisse aérer pour avoir assez d'oxygène dans sa chambre. Mais nous voyons que nos sollicitations sur ce point, au fait, n'avancent pas du tout, du tout. Et parfois même, on voit que la maman reprend mal et nous, on continue parce qu'on voit que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et jusqu'au moment où nous, enfin moi en tout cas, personnellement, quand je rentrais dans sa chambre, et donc la première chose que je faisais, c'était d'ouvrir, au fait, ouvrir les fenêtres. Et donc, le problème, au fait, continue. On voit que la maman continue à beaucoup dormir et qu'à un certain moment, nous nous rendons compte qu'il y a d'autres mamans, au fait, qui viennent s'occuper de son enfant au moment où nous, on attend à ce qu'elle se réveille pour s'occuper de son enfant, pour lui donner un bain. Et là, enfin, je souligne que parfois, on lui fixe un rendez-vous pour le bain. Et globalement, cet accompagnement a été fait par une personne qui travaillait le soir. Et quand on arrive, dans la plupart des cas, la maman, se rétracte, elle dit non, 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 c'est bon, en fait, je ne ferai pas de bain pour mon bébé. Et quelques jours après, on se rend compte qu'il y a d'autres mères qui sont hébergées au centre maternel qui viennent, en fait, pour l'aider. Et nous, en tant que les professionnels, en fait, nous estimons que leur intervention contrecarre un tout petit peu l'accompagnement que nous, on propose à la dame, et parce que nous, on veut au fait qu'elle s'investisse dans sa maternité, qu'elle fasse des actes assez visibles pour son bébé. Et nous, on juge l'intervention de ces dames un tout petit peu contre-productive, au fait, par rapport à ce que nous, on propose. Et donc, ça va faire qu'à un certain moment, ces mères sont reçues pour leur dire que, voilà, vous pouvez intervenir sur tel ou tel axe, mais laissez-nous de l'espace. Sinon, si vous vous mettez, si vous vous interposez, au fait, nous, on va perdre l'accompagnement que nous proposons à la dame. Et cela va nous amener à ce qu'un jour, en rentrant du week-end, nous constatons que la mère, au fait, a quitté le centre maternel. On ne comprend pas ce qui est arrivé. On voyait bien que c'était compliqué, mais il n'y avait rien de grave, au fait, qui pouvait faire qu'elle parte. Et donc, en tant que référente, je l'appelle pour lui demander déjà pour prendre de ses nouvelles et savoir si elle va bien, elle est où. Et donc là, elle me répond qu'elle est en train de rédiger un courrier où elle va nous dire au revoir et nous expliquer les raisons de son départ. Et c'est en recevant ce courrier, au fait, que nous voyons que madame n'était pas d'accord avec notre façon de faire. Elle nous reproche Enfin, donc elle dit, vous me reprochez que je dors tout le temps. Alors que je suis fatiguée au fait dans ma culture et quand on accouche, et c'est les personnes, c'est l'entourage qui s'occupe du bébé au fait pour laisser à la maman le temps de se reposer. Et donc, elle ne comprend pas comment on s'est opposé à ce que ce soit ces autres mamans qui viennent s'occuper de son bébé. Et après, elle me dit, vous me reprochez des odeurs dans ma chambre, alors que justement, je dois brûler l'encens. Ça protège mon enfant des mauvais esprits. Et en plus, quand vous arrivez, vous ouvrez les fenêtres et vous faites que justement l'odeur protectrice parte. Et donc, vous allez dans le sens de ce que moi je vais produire. Et voilà, et vous me reprochez de refuser que vous m'aidiez pour le bain de mon bébé. Et vous venez après le coucher du soleil, pardon, et alors que ça ne se fait pas, on ne donne pas un bain à un nouveau-né après le coucher du soleil, pardon. Et voilà, donc avec tout ce qui nous a resté, au fait, et qui l'ont poussé à partir, ça nous a fait comprendre, au fait, que pour elle et nous, on mettait en danger, au fait, la vie de son bébé. Et donc là, ça nous a amené à comprendre que nous, on était dans la recherche, au fait, du bien-être du bébé. Et la maman, de son côté, selon ses repères culturels, elle était dans la recherche du bien-être de son bébé. Mais au lieu que cette action nous réunisse, au fait, elle nous a séparés parce que nous avons mis, au fait, nous avons regardé, au fait, ces agissements, ces actes par des lunettes culturelles qui
nous ont orientés loin de ces repères culturels à elle. Voilà l'exemple que je voulais bien vous donner. Merci beaucoup, Spéciose, pour ces précieuses explications. On voit bien dans cette situation que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe d'un côté dans les yeux de cette maman et de l'autre côté dans les yeux des professionnels qui veulent bien faire, mais en fait qui n'arrivent pas à se comprendre parce que du coup ils n'ont pas ils ne portent pas les mêmes lunettes. Dans un autre contexte, on peut imaginer, par exemple, une première rencontre qu'il peut y avoir entre un mineur isolé étranger. Qu'est-ce qui se joue vraiment entre nous et comment nos perceptions influencent notre manière d'agir? Cécile, est-ce que tu pourrais nous répondre un petit peu à cette question? Oui, tout à fait. Donc, bon, justement, là, comme on a vu dans les cas qu'elle a présentés, au premier regard, c'est inévitable. On va rapidement faire un scan de c'est ce qu'on voit et ça va très vite. On va percevoir d'abord des indices immédiats, la posture, la voix, la distance, le regard du jeune, par exemple. Et on va les interpréter rapidement à travers nos filtres, nos valeurs, nos stéréotypes, nos expériences passées avec les jeunes. Et sur cette base, sur cette interprétation, on va produire, comme je dis tout à l'heure, des catégorisations qui vont guider, oui, des hypothèses qui vont guider nos émotions et nos comportements. Et comme je dis tout à l'heure, ça se déclenche très, très vite. Il y a tout de suite une émotion, oui, soit intention, prudence, empathie et une sensation agréable, désagréable. Et tout de suite, il y aura un comportement, une action qui va se déclencher par rapport à les tons de ma voix, les consignes, les distances, je serai plus ouverte, plus fermée. Parce qu'en réalité, on a besoin de savoir si ça va, tout va bien ou il faut que je m'éloigne, je suis en danger. Ça, c'est les buts, si vous voulez, de cette évaluation culturelle qu'on fait. C'est la survie de l'espèce. Donc, on passe à l'action selon l'interprétation qu'on fait. Les soucis, c'est que ce type d'évaluation, okay, ou des attentes qu'on va avoir par rapport à l'évaluation qu'on fait, peuvent influencer énormément les comportements du jeune. Oui. C'est ce qu'on appelle en psychologie les prophéties autoréalisatrices qui ont été décrites par deux psychologues dans les années 60, Rosenthal et Jacobson. Et dans leur définition des prophéties autoréalisatrices, une attente initiale, oui, portée sur une personne peut modifier la manière dont on interagit avec elle. Okay? Donc, c'est comme si nos propres préjugés peuvent conditionner, formater, si vous voulez, les comportements de la personne à laquelle on s'adresse. Par exemple, ça c'est un exemple qui arrive assez souvent dans les ateliers qu'on fait avec les professionnels du social. Je parle à un jeune, je m'adresse à lui, il regarde par terre, ok? Ne me regarde pas dans les yeux. Et tout de suite, j'interprète. Oui, c'est manque de respect, et il est respectueux, il est impoli. Moi, je lui parle, ne me regarde pas dans les yeux. Ça va être difficile. Tout de suite, on fait rapidement, ça va très vite, hein, une évaluation. Le fait que j'évalue, ça va être difficile. Hein, okay? Bien sûr, ça va conditionner mon attitude, mes émotions, la façon de lui parler, oui, et les signaux, et comment je m'adresse, et mon niveau de tolérance, et la façon d'accueillir, c'est ce qu'il me dit. Donc, après, ça peut créer cette boucle, oui, qui va confirmer mes hypothèses et je vais conditionner les comportements de ces jeunes. Et c'est un cycle qui se renforce. Et voilà, j'avais dit, il est difficile, ils sont difficiles. Vous comprenez? Oui, je vois bien cet exemple, mais en fait, le fait que le jeune regarde pas l'intervenant dans les yeux, Oui. contrairement à ses attentes, c'est ça s'agit d'un choc culturel. On peut parler de choc culturel dans ce cadre-là? Tout à fait, parce que selon mon cadre culturel, mes lunettes, moi, quand je m'adresse, oui, à un jeune, j'attends, oui, qu'il me regarde dans les yeux. Oui,
c'est ce que j'attends de l'autre. Et quand il n'y a pas cette correspondance entre mes attentes et les comportements de l'autre, c'est là qu'on peut vivre, c'est ce qu'on appelle un choc culturel ou un incident critique. Okay? On parle de choc culturel ou d'incident critique et quand on parle des situations bien concrètes, oui, où une personne ressent une surprise, une sensation de désorientation, des défis qu'on va attribuer normalement à la différence entre les cadres culturels. Et Marguerite Koneméry, que c'est une psychologue française qui a énormément travaillé sur ces concepts et elle a développé, on va en parler, j'imagine tout à l'heure, une méthodologie. Elle définit les chocs culturels, oui, soit sur un mode négatif comme une réaction de dépaysement, de frustration, de rejet, révolte, anxiété, quelque chose de l'ordre de désagréable, soit, attention, sur un mode positif. Il peut y avoir des chocs culturels positifs, agréables. Il y a cette sensation de wow, de fascination, d'enthousiasme, émerveillement, je ne l'attendais pas, mais ça peut créer aussi des émotions agréables. Ce n'est pas un trauma, ok? Et en allemand, c'est une situation émotionnelle et intellectuelle qui va apparaître chez les personnes qui sont placées occasionnellement ou professionnellement hors de leur contexte socioculturel et qui vont se trouver dans l'approche à l'étranger. C'est clair? Oui, oui, merci Cécile, c'est très très clair. Mais donc je comprends bien la situation, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour éviter ces dynamiques de malentendus et comme tu disais, de prophéties réalisatrices et favoriser une véritable rencontre interculturelle entre la personne accompagnée et la personne qui accompagne. Bon, justement, pour éviter ces phénomènes des prophéties autoréalisatrices dans lesquelles je regarde les jeunes, j'interprète, ok, il y a des attentes, une idée, ça va conditionner mon comportement et ça va déclencher une dynamique et favoriser une véritable rencontre interculturelle, on s'appuie justement sur la méthodologie de Marguerite Koneméry. Et c'est ce qui est très intéressant de cette méthodologie, c'est qu'elle se base sur l'analyse des chocs culturels. Parce que pour elle, les chocs culturels sont des moments précieux, oui, qui vont ouvrir un espace qui permet de mieux comprendre tout d'abord, mes propres valeurs, mes lunettes, mes attentes, mes croyances, qui vont justement façonner les interactions. Donc, et ce travail permet le fait de prendre le temps pour analyser un choc culturel au lieu de passer directement à l'action, va permettre d'atteindre un certain degré de neutralité culturelle et d'aboutir doucement à une meilleure négociation des solutions possibles à cette situation spécifique. Mais la première étape, ce n'est pas la compréhension de pourquoi elle ne me regarde pas dans les yeux, la compréhension de l'autre, mais et c'est très important, la compréhension de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la décentration. D'accord, merci Cécile. Donc, tu parles de décentration, mais c'est quoi exactement et comment, en fait, ça peut nous aider concrètement à mieux gérer un choc culturel? Bien. Donc, la décentration, c'est la première étape, oui, le premier pas de cette démarche de Marguerite Koneméry, consiste justement à, au lieu d'aller tout de suite essayer de comprendre pourquoi l'autre ne me regarde pas, pourquoi l'autre mange avec les mains, pourquoi... Non, non, stop. On va analyser, enlever nos propres lunettes culturelles pour rendre visibles les valeurs, les croyances, les attentes, oui, tout ce qui était touché, oui, dans cette situation des chocs culturels. Donc, tant que ces filtres restent implicites et ils vont biaiser la lecture de la situation, ils vont déclencher des réactions assez automatiques. Donc, quand on arrive à les mettre au jour, comprendre l'autre va devenir plus simple et plus juste. Donc, face à une situation justement de choc culturel, on peut travailler la situation de regard qui arrive assez souvent. La décentration invite à dire d'abord, attends, on ralentit, oui. On va d'abord essayer d'identifier pourquoi ça me gêne, pourquoi ça me provoque cette émotion. Donc,
on va essayer d'utiliser l'émotion comme un chemin vers quelle représentation de mon cadre culturel a été touché, atteindre, pour éviter des réactions typiques de fuite, agressivité, sidération, des réponses très, très automatiques, très animales, qui sont ancrées dans les cerveaux. Donc, l'idée, c'est justement de mettre en perspective nos propres cadres de référence et d'essayer de repérer qu'est-ce qui est en train d'être touché face à cette situation. Donc, je peux me poser des questions. Pourquoi le fait qu'il regarde par terre, ça me gêne? Quelle valeur? C'est quoi le respect, la sincérité? Qu'est-ce qui est associé pour moi? Le fait de regarder dans les yeux. Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que j'ai appris, moi, concernant au fait de regard? Donc, une fois qu'on a pu rendre visible quelles normes, quelles valeurs et quelles croyances ont été atteintes, c'est après, c'est-à-dire une fois qu'on a pu élargir nos lunettes et rendu visible à travers quels stéréotypes préjugés on est en train de voir cette situation, c'est là qu'on est plus capable, cognitivement, psychologiquement, émotionnellement, de passer à l'autre côté de l'iceberg, c'est-à-dire d'aller découvrir les cadres, ce qu'on appelle les cadres de référence de l'autre. Dites-moi si c'est clair. C'est très, très clair. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Mais alors une fois qu'on a pris, du recul sur nos repères, c'est une chose. Après, comment on fait pour rentrer en dialogue avec l'autre, sur ses valeurs et ses croyances sans, le stigmatiser finalement? Bien sûr. Et donc, déjà, il faut savoir que d'être conscient, dès que je vois quelque chose, mon cerveau va tout de suite m'envoyer des réponses, pour comprendre et justement, surtout pour diminuer l'incertitude. Et comme je dis tout à l'heure, ces explications vont être filtrées par des stéréotypes, des préjugés, etc. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aller au-delà de cette crainte qu'on a culturellement d'être intrusive et envahissante et se permettre de poser des questions. Poser des questions bienveillantes avec une curiosité positive. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus risqué de ne pas poser des questions, parce que je ne veux pas être intrusive, malpolie, donc je préfère me laisser guider, par mes connaissances. Ça, c'est beaucoup plus dangereux que de créer un espace de confiance, de poser des questions bienveillantes pour savoir, pourquoi, la personne ne regarde pas dans les yeux, qu'est-ce que ça veut dire, on peut lui expliquer d'abord. Tu sais, dans notre service, nous, le fait de regarder dans les yeux signifie qu'on est attentive, qu'on suit la personne, mais qu'on respecte. Mais et toi, peut-être que je peux me tromper, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Dans quel cas tu regardes pas dans les yeux? Et auprès de qui? Oui, tu te permets ou tu ne te permets pas. Donc, avec des questions bienveillantes, dans un cadre respectueux, ça ouvre les portes justement pour baisser l'eau de l'autre iceberg et pouvoir identifier, connaître quelles sont les valeurs, les normes, la logique, derrière ces comportements qui m'ont choqué. Donc, et cette manière de procéder, respectueuse, claire, elle va limiter nos interprétations parfois abusives et incorrectes et vont nous permettre d'aller dans la partie invisible et réévaluer la situation, modifier nos émotions et ouvrir les portes pour ce qu'on appelle une vraie négociation. D'accord. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces recommandations. Je vais m'adresser peut-être, maintenant à Spéciose, qui êtes, vous qui êtes, sur le terrain. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner pour justement illustrer, ce principe de décentrage?
Alors, au fait, l'exemple que je vais vous donner, ça ne va pas illustrer, enfin, le principe de décentrage en soi, mais ça illustre beaucoup plus les conséquences, en fait, de son manque de décentrage. Et évidemment, donc, je vais essayer de montrer ce que ça aurait pu produire, au fait, comme résultat positif si ce décentrage, en fait, avait eu lieu. Alors, donc l'exemple que j'ai, je travaille effectivement donc dans le soutien à la parentalité et mes exemples, je les puise toujours chez les mères. Et donc, c'est une maman que nous avons accueillie à un moment. Cette mère, en fait, elle venait d'un autre centre d'hébergement et elle nous explique donc la situation qu'elle a vécue avec une sorte de traumatisme quand même, je vais le dire comme ça. Donc la mère, enfin, elle était enceinte au moment où elle était accueillie dans son premier centre et au moment du suivi au fait de sa grossesse, la préparation à l'accouchement, on commence à lui poser des questions sur le prénom qu'elle va donner à son enfant. Sauf que dans la culture au fait de cette mère, on ne pense pas, on ne dit pas le prénom de l'enfant au fait avant la naissance. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour conjurer la mort au fait. Et si on commence à préparer des choses trop tôt, ça risque de porter poids, si je vais dire, à ce bébé qui va naître. Et donc, on attend que le bébé soit là pour mettre des choses en place. Et donc, quand on lui pose la question du prénom qu'elle va donner à son enfant, Madame ne sait pas répondre, donc, enfin, en plus, elle parle très peu français. Et donc, elle va dire, je ne sais pas. Et la professionnelle qu'elle a devant elle, elle ne va pas comprendre qu'on peut ne pas savoir comment on va prénommer son enfant. Donc, pour elle, c'est que la maman ne se projette pas dans sa maternité de façon suffisante. Donc, elle va lire la situation avec ses lunettes culturelles et elle va partir de ce principe que c'est une maman qui ne s'investit pas dans sa maternité, qui n'est pas vraiment, enfin, qui n'est pas prête selon ses repères à elle, selon sa cadre de référence professionnelle. Une maman qui arrive à ce stade de grossesse, normalement, elle sait comment elle va prénommer son enfant et celle-là, elle ne le sait pas. Donc, euh, voilà, c'est pas, elle n'a pas suffisamment de bagages en fait pour assurer cette maternité qui va arriver. Et donc, une fois que la maman enfin, donc vient d'accoucher, la professionnelle va lui mettre un tout petit peu la pression parce qu'il faut un prénom qu'il faut mettre sur l'acte de naissance. Et donc, la maman, dans son moment où elle est submergée d'émotions, de fatigue, donc de la naissance, d'émotions, de voir son bébé qui arrive, etc. Et de la pression aussi des professionnels qui lui demandent le prénom de l'enfant, elle va lâcher comme ça du bout des lèvres, elle va lâcher un prénom. Et déjà, la façon dont elle donne le prénom, ça va renforcer le point de vue de départ des professionnels, le fait qui ont noté un manque d'investissement. Et elle, enfin, elle l'a fait parce qu'à un certain moment, elle devait le faire. Et donc, comme la maman est jugée pas suffisamment capable de s'investir dans sa maternité, une fois qu'elle va sortir de l'hôpital, on va lui proposer une aide éducative à domicile. Donc, il faut un professionnel habilité pour l'aider, au fait, à bien poser les bases de l'éducation de son bébé qui vient de naître. Et la maman qui ne comprend pas trop comment ça se passe en France et qui ne comprend pas trop les termes, donc elle va signer, mais sans trop comprendre, en fait, elle signe pourquoi, ça va consister à quoi. Et après, elle va se renseigner auprès des amis et une amie, alors qui va aggraver la situation en lui disant, attention, attention, s'ils te mettent quelqu'un comme ça, c'est qu'ils sont en train, au fait, de chercher à t'enlever ton enfant. Ce professionnel qui vient pour t'aider à domicile, il est en train de t'espionner, il est en train de chercher des petites bêtes pour trouver des raisons pour t'enlever ton enfant. Et la maman, elle va paniquer et elle va quitter clandestinement, au fait, son lieu d'hébergement parce qu'elle a peur qu'on lui enlève son enfant. Voilà. Et donc, enfin, elle a changé de département, elle a fini par arriver au centre où je travaillais. Et donc, au début, nous, on ne va pas comprendre pourquoi elle a quitté le premier lieu d'hébergement et on va l'accompagner. Petit à petit, elle va prendre confiance. Donc, à
équipe et elle va nous livrer certains éléments, au fait, donc de son passé, de la pression qu'elle a sentie. Je ne pense pas que la professionnelle en soi pensait lui mettre la pression volontairement, mais elle l'a vécu comme ça. Et donc, pour résumer un peu, je dirais que dans cette situation, les pratiques, au fait, qui sont différentes et la façon de concevoir l'éducation de base enfin, donc la façon de concevoir l'accueil du bébé, elle est très différente du point de vue du professionnel et du point de vue de la mère. Et donc, si je reviens à ce que nous disait Cécile concernant justement le décentrage, je dirais que ce décentrage a manqué à la professionnelle. Si vraiment elle avait eu la chance de suivre ce webinaire, comme je pense qu'au fait c'est dans ce but que nous sommes en train de le faire aujourd'hui, c'est pour que les professionnels puissent se saisir de ces éléments pour que ça puisse leur être utile dans la pratique de tous les jours. Donc, la professionnelle qui accompagnait cette jeune maman aurait pu d'abord demander à la maman comment ça se passe dans sa culture. À quel moment on choisit le prénom de l'enfant? Qui choisit le prénom de l'enfant? Comment on choisit le prénom de l'enfant? Et donc, toutes ces informations, si elle avait pris le temps de les chercher, ça aurait pu lui apporter des explications sur l'attitude de la maman au fait qui n'arrive pas à dire comment elle va prénommer son enfant. Voilà. Et donc, ça aurait aussi pu l'aider à dépasser au fait ces normes à elle pour pouvoir s'enrichir avec les éléments culturels de la personne qu'elle a devant elle, qu'elle accompagne. Parce que d'après toutes les explications que Cécile nous a données au départ, l'aboutissement au fait de tout ce que nous disons ici, c'est que ces cultures sont complémentaires et on s'enrichit mutuellement. Voilà. Donc, moi, je dirais que cette professionnelle qui n'a pas pu se décentrer, elle est passée à côté, au fait, de la richesse culturelle de ce que portait la mère qu'elle avait devant elle. Merci beaucoup, Spéciose, d'avoir apporté ton éclairage, avoir une situation concrète et de pouvoir comprendre un petit peu mieux en pratique les méthodes de décentrage. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur ces efforts de décentrage. Comment ouvrir une négociation qui aboutisse à une solution concrète, respectueuse des identités, qu'elles soient visibles ou invisibles? Mhm. Et donc, bon, selon la méthodologie de Marguerite Kohn-Emmerich, pour arriver à une vraie négociation qui respecte au mieux les identités de deux personnes, et pour parler d'identité, il faut tenir compte des aspects visibles, mais aussi des aspects invisibles. Donc déjà, d'abord, comme on a dit, me décentrer. Pourquoi c'est si important pour moi de savoir comment on va s'appeler les bébés, oui, avant la naissance? OK, parce que dans mon cadre de référence, il y a l'administration, il y a la partie légale. OK, donc ça me permet d'ouvrir quelque chose que jusqu'à là, peut-être que c'était automatique. C'est comme ça et voilà, c'est comme ça. Donc déjà, de savoir pourquoi, dans mon cadre de référence, c'est si important, quelles sont les valeurs, les croyances derrière. Après, aller vers l'autre, comme on avait dit, la découverte du cadre de référence de l'autre, pourquoi c'est important pour la maman de garder, oui, cette information, de la conserver, de la donner plus tard, quelles sont ses valeurs, ses croyances. Et une fois qu'on a pu descendu, si vous voulez, lors de deux icebergs, c'est là que parfois on peut voir qu'il y a une valeur commune. Sauf que la façon de se manifester culturellement est différente. La façon de manifester le respect est différente. La façon de manifester l'accueil d'un bébé, c'est différente. Donc, le fait de voir qu'il y a une valeur commune, ça peut énormément aider des deux côtés, des experts, à réévaluer la situation, modifier les émotions et trouver d'autres ponts, oui, des négociations qui respectent au mieux les valeurs, les croyances de chaque personne en présence. Mais attention, parfois, même en descendant l'eau, on voit qu'il n'y a pas de valeurs communes. Okay, ça peut arriver. Et on peut voir même que, malheureusement, même si je veux accompagner
cette personne et je veux tenir compte de ses croyances, de ses valeurs. Après, il y a un cadre légal. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout négocier. Hein. Sinon, ça serait tellement facile. Malheureusement, on ne peut pas tout négocier. Mais par contre, le fait de connaître mon cadre de référence, ma partie invisible, les parties invisibles de l'autre, ça va me permettre de travailler la communication d'une façon qui respecte beaucoup mieux l'identité de l'autre. Ce n'est pas la même façon, oui, si on dit, ça ne va pas provoquer la même réaction. Si je dis, désolé madame, mais on est en France, et en France, on a besoin, oui, que vous nous dites le nom de votre fille avant la naissance. Et c'est comme ça. J'exagère, quoique, ok. Donc, ça va provoquer chez l'autre une sensation de ce qu'on appelle menace identitaire. Et quand on se sent menacé, oui, soit on s'éloigne, on coupe les liens de la personne qui nous menace, et soit on devient agressif parce qu'on défend nos valeurs. Mais en tout cas, ça n'aide pas du tout pour créer et tenir un lien d'accompagnement. Par contre, si je sais que, OK, pour elle, ça la gêne de me dire les prénoms du bébé avant parce que pour elle, il y a telle ou telle raison ou telle croyance. C'est différent si je lui dis, écoutez, je comprends que pour vous, selon la croyance que vous venez de me partager, c'est très difficile de donner le prénom parce que ça implique telle ou telle chose. J'utilise les mots que la personne m'a donnés. Okay? Et je valide les émotions que la personne ressent parce que ce sont des émotions liées à son identité. Je ne peux que les valider. Ça ne veut pas dire que je vais tout accepter, mais le fait d'écouter, de valider les émotions, d'intégrer oui, les mots que la personne m'a confiés pour lui dire, OK, je comprends votre tristesse, votre frustration, parce que pour vous, c'est important pour telle et telle raison. Mais malheureusement, ici, la loi explique, dit que le fait d'avoir avant validé les émotions, pris des mots de son histoire, de son parcours, de son identité, ça permet de diminuer ce qu'on appelle la menace identitaire. Et quand la menace diminue, on est plus audible. Okay? On est plus en condition d'écouter ce que l'autre va nous expliquer. Donc, on a plus de chances de continuer les liens. C'est ça qui nous intéresse, les liens d'accompagnement respectueux, oui, et qu'on est en train tout le temps de co-construire. Donc, pour résumer un peu, en réalité, pour arriver à une vraie négociation, l'idée, c'est de passer par ces trois étapes. Oui, toute la pratique que je viens de vous expliquer autour d'un choc culturel. Utiliser les chocs culturels comme un moment précieux pour me découvrir, continuer à me connaître, oui, connaître l'autre, mieux connaître l'autre, la partie invisible, et ensemble oui, construire des ponts, oui, des passerelles qui nous permettent de continuer un accompagnement respectueux, avec une communication interculturelle qui puisse intégrer les codes culturels de deux sides-là. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces explications. Et dans la pratique, que penses-tu, spéciose, de cette communication et des négociations, les ponts que l'on doit faire entre professionnels et personnes accompagnées? Alors, je dirais au fait que ça serait très intéressant si nous avions tous connaissance et la possibilité d'appliquer ces pistes que vient d'évoquer Cécile, parce qu'au fait, l'accompagnement serait beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus compréhensible par les deux parties. Donc, je parle de la partie accompagnante et la partie des personnes accompagnées. Parce que pour nous, professionnels qui sommes dans le domaine de la migration, où nous avons toujours donc la rencontre de plusieurs cultures, parfois, au fait, on se perd. Donc, nous, en tant que professionnels, on peut se perdre parce que nous, on se projette justement parce que nous avons, sans avoir
pris le temps de prendre en compte ce que l'autre nous apporte. Et je pense au fait qu'en nous perdant, nous pouvons perdre aussi des personnes que nous accompagnons. Donc, il y a des personnes qui sont aussi perdues parce qu'ils n'arrivent pas à capter ce qu'on leur dit. Enfin, déjà, les exemples que j'ai donnés, au fait, ça illustre ça. Et donc, ça, comme le disait Cécile, ça fait que nous devons toujours nous référer au fait enfin, dis-moi, à appliquer les 4 pistes-là qu'elle nous a données, le cheminement qu'elle nous a donné, et pour pouvoir arriver à une conclusion positive et qui positive l'autre, et sans avoir au fait à lever ce qui doit être fait. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs situations au fait qui interrogent les professionnels et parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et là, je peux citer par exemple les différences en fait dans la perception des modèles éducatifs par exemple et des modèles aussi conjugaux, je vais le dire comme ça, et donc la façon de vivre sa vie conjugale. Et si je parle par exemple du modèle éducatif, nous savons qu'il y a des familles qui viennent des cultures ou encore une fessée et d'actualité. Et nous savons très bien qu'en France, la fessée est interdite. Et il y a même les familles qui vont beaucoup plus loin, qui vont jusqu'à priver un repas, par exemple, à un enfant qui a été désobéissant. Et nous savons, par exemple, que la loi en France n'acceptait pas cette façon de faire. Et je peux donner un autre exemple concernant, par exemple, des restrictions qui concerne les relations entre filles et garçons, enfin, surtout chez les adolescents, chez les jeunes adultes, où il y a des familles qui ne vont pas accepter que leur jeune fille de 14 ans, 15 ans fréquente un garçon, alors que en France, la loi autorise, enfin, donc de vivre, je vais dire, pleinement sa vie affective et sexuelle à partir d'un certain âge. Et donc, on va trouver, au fait, ce genre je vais dire, de rencontres et qui se contredisent. Et un professionnel, en fait, à un certain moment, se demande, mais comment je peux me positionner en faisant respecter la loi en France et en respectant la culture, en cherchant, au fait, à comprendre la culture de l'autre et qui le pousse à faire comme ça. Et donc, et en plus des normes et des valeurs culturelles que nous portons en tant que professionnels, c'est qu'il y a aussi des repères professionnels. Il y a le règlement intérieur de l'établissement dans lequel nous travaillons qui dit on ne peut pas autoriser ça ici, on ne peut pas faire ça comme ça. Et donc, tout ça, ce sont des situations en fait, qui viennent nous challenger, qui nous mettent dans une sorte parfois de conflit. Moi, je vais bien faire avec cette famille, mais je n'ai pas beaucoup de marge et de manœuvre. Et je peux donner plusieurs exemples. Enfin, on peut parler, par exemple, il y a des familles qui connaissent des violences conjugales. Et malheureusement, selon les cultures dans lesquelles on a grandi, on voit qu'une femme battue, elle va accepter la situation comme ça. En fait, c'est comme ça. Une femme, elle est battue, donc enfin, au fait, se séparer de son mari parce qu'il y a des violences, ça ne se fait pas. Au fait, je dois accepter comme ça la situation telle qu'elle est. Et en tant que professionnel, on ne peut pas fermer les yeux, par exemple, devant une situation pareille. Mais la femme, parfois, elle ne veut même pas dénoncer. Parfois, c'est les voisins qui vont dire, mais il se passe des choses au sein de cette famille. Et quand on pose la question à la dame, ah non, 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 au fait, tout va bien, tout va bien. Et là, je vais me permettre une petite parenthèse. Un professionnel qui m'a raconté dernièrement, en aidant une personne accompagnée à faire son dossier pour la demande d'asile, à un certain moment, la maman s'était déclarée sans nommer, sans mettre son compagnon. Et au moment de faire la demande, elle va demander à ce professionnel de mettre le compagnon. Et donc, la professionnelle elle va essayer de creuser un peu pour savoir maintenant qu'est-ce qui a fait qu'au début, vous ne le mentionniez pas et que là, vous voulez le mettre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, comment ça se passe entre vous? Et donc, la dame qui va dire, non, non, ça se passe bien, au fait, à part quelques coups de couteau, sinon le reste, vraiment, ça se passe bien. Et donc, la professionnelle qui est choquée, qui dit, mais alors là, excusez-moi, mais quelques coups de couteau, comment? Ah oui, à 2 ou 3 reprises, au fait, il a tenté de me poignarder, mais à part ça, le reste, ça va. Et donc, on peut se demander, au fait, le reste, c'est quoi devant cette situation-là?
Mais ce n'est pas au professionnel d'aller dire non, 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 c'est grave, vous vous séparez. Et comment le professionnel va se positionner dans ce genre de situation. Et donc, enfin, les exemples sont nombreux, on peut en citer beaucoup, mais l'essentiel, en fait, que je voulais souligner, c'est de savoir comment le professionnel peut trier, comment il peut savoir où mettre le curseur, en fait. Où est-ce qu'elle va placer le curseur? Et donc, moi, j'ai divisé l'accompagnement en deux parties. Je dirais, il y a des situations sur lesquelles on peut mener des négociations, discuter avec les personnes et leur dire, voilà, oui, je comprends que vous avez l'habitude de faire comme ça, vous avez l'habitude de gérer les choses comme ça. Évidemment, ça demande à ce qu'on passe par des étapes que nous a expliqué Cécile pour pouvoir arriver justement à cette belle compréhension qui va permettre la négociation et l'aboutissement au résultat positif. Et donc, il y a des situations comme ça. Je donne à manger à mon enfant à telle heure, alors que dans les repères culturels de la professionnelle, ce n'est pas à telle heure qu'on prend à manger. Ou bien alors, je donne tel aliment à manger. Et là, je peux donner un exemple d'un professionnel qui me disait qu'elle était étonnée de voir une famille, par exemple, qui donne au goûter, qui donne un œuf au goûter. Je disais, mais c'est la première fois pour moi, le goûter, en fait, c'est autre chose qu'un œuf. Mais voilà. Et ça, est-ce que ça dérange? Est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que ça fait du mal à l'enfant, au développement de l'enfant? Moi, je me dis, il n'y a rien de grave. C'est, en tant que professionnel, je peux essayer de comprendre pourquoi et peut-être apporter des conseils si je trouve que peut-être s'il change, donne plus l'œuf, mais il donne autre chose. Et si c'est mieux, je peux apporter ça comme complément, comme conseil à la pratique de la personne que j'ai devant moi. Mais à l'inverse, j'ai d'autres situations que je dirais au fait qui sont indiscutables parce qu'il y a la loi. Et donc, la loi dit que en France, on ne frappe pas sa femme. Cette information, je suis obligée de la donner. Et je la donne et après, j'explique à la dame, voilà, ici, la loi protège la femme. Une femme n'est pas là pour être battue, pour être frappée par son conjoint et penser aux pistes que je peux donner parce qu'elle va dire alors je vais faire comme ça, comment, pardon. Si je le dénonce, il y aura des répercussions, comment je vais faire, comment je vais vivre. Et dans ma culture, une femme qui vit seule, ça n'existait pas. Si je me sépare de mon mari, comment je vais faire? Voilà. Et donc, ça peut provoquer des réactions qu'on doit voir comment accompagner, mais on est dans l'obligation de donner ce genre d'informations. Un parent qui donne une fessée à son enfant. En France, la loi interdit la fessée et proposer aux parents d'autres modes d'accompagnement, d'autres modes d'éducation que je vais appeler éducation positive pour pouvoir au fait aider ses parents à remplacer cette fessée par autre chose qui va donner, je dirais même de meilleurs résultats. Voilà. Donc, si sur le terrain, on peut rencontrer plusieurs situations qui peuvent, en fait, enfin, j'espère bien en tout cas que les personnes qui ont suivi ce webinaire vont voir dans les situations qu'elles rencontrent, donc les situations qui peuvent bien correspondre aux étapes d'analyse pour dépasser le choc culturel que Cécile nous a expliqué là-haut et que ça va leur apporter au fait une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. Voilà, et je pense que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup Cécile et Spécios pour ces échanges du coup très très intéressants, autant d'un point de vue théorique mais aussi pratique avec tous ces conseils et ces recommandations. Je constate que pendant tous ces échanges, il y a eu des réactions sur notre chat et plusieurs questions. Donc, je vais tout de suite vous rapporter les questions qui ont été posées pendant vos interventions pour que vous puissiez apporter les réponses aux questions que les personnes se posent. Et donc, j'ai une première question qui m'est donnée. Comment avoir un comportement pédagogique en se décentrant sans bousculer les valeurs de l'usager? Concrètement, comment on fait? Mhm.
Ok. Et, spéciaux, tu veux répondre? Tu veux que je... Non, j'étais en train de te laisser la parole, effectivement. Bon, déjà, et toujours, bon, et partir quand on est en train de transmettre, quand on veut transmettre des connaissances, surtout des connaissances culturelles, et dans le but de mieux aider les jeunes à mieux s'adapter, soit dans un entretien d'embauche, soit pour son premier jour de stage, qu'il y a des codes culturels que peut-être sont différents à son cadre de référence. Et pour moi, l'idéal, c'est de partir de ce que lui, il connaît, savoir pour toi, c'est comment. Oui, quelles sont tes connaissances, comment tu l'imagines et comment tu les fais chez toi, qu'est-ce que ça implique. Donc, à partir de ces connaissances, on peut commencer à relier les nouveaux codes culturels, toujours dans l'idée d'enrichir son identité, pas de l'effacer. OK? Ça, c'est très important. Et bon, notre but n'est pas l'assimilation, mais justement l'intégration, c'est-à-dire pouvoir enrichir son identité pour qu'il ne sente pas que son identité n'est pas valide, valable, et qu'on s'intéresse par tout ce qu'elle sait déjà, par toutes ses connaissances, mais on va lui donner d'autres ingrédients pour qu'il puisse enrichir son identité pour mieux s'adapter à d'autres contextes. Ces autres, les codes culturels qu'il avait déjà, il faut les conserver et c'est très important de les valoriser parce qu'ils vont continuer à être utiles dans d'autres contextes culturels. Donc, pour éviter des sensations de trahison et concernant la culture d'origine, les sentiments de se sentir dévalorisé, et pour moi, quand on parle de pédagogie et de transmission de nouveaux codes pour accompagner les jeunes dans un autre espace qu'ils ne connaissent pas, il y aura d'autres codes culturels. Donc, pour moi, c'est très important de partir, de justement poser des questions, créer les conditions de possibilité pour que les jeunes puissent expliciter, rendre visible comment c'était pour lui, comment lui l'imaginait, comment ça se passait avant. Et à partir de là, oui, on valorise, on écoute et on rajoute des nouvelles ressources, si vous voulez, pour qu'elle puisse enrichir son iceberg. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si c'est clair. N'hésitez pas à me relancer. Spécieux, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Donc, en partant de ce que vient de dire Cécile, il y a des choses au fait qu'il faut éviter. C'est ça que je voulais surtout. Nous avons ça part seul, en fait, parfois même sans y avoir réfléchi, certaines façons de dire. Par exemple, chez vous, vous faites comment chez vous? Je pense que c'est bien de partir au fait de la situation réelle, comme l'a bien expliqué Cécile. Au fait, demander, au fait, voilà la situation telle qu'elle est, là, actuellement. Au fait, toi, tu penses que on pourrait modifier les choses comment? Mais le vous faites comment chez vous? Au fait, ça enferme la personne dans sa cage culturelle. Ce sont des choses à éviter. La personne, elle est là, elle a son bagage culturel, mais il faut éviter de l'enfermer dedans. Autre erreur que nous faisons souvent en tant que professionnels, c'est de penser que toutes les personnes qui viennent de là ont les mêmes façons de faire. Ah oui, il est comme ça. Ah oui, il vient de là, donc il fait comme ça. Je peux donner un petit exemple. Un jour où on était en train de passer un examen et la personne qui faisait la surveillance, elle tape sur la table pour dire que c'est fini. Et il y a une personne qui continue à écrire. Et donc, la personne, enfin, elle n'y avait pas réfléchi, ça c'est sûr, c'est qu'elle a dit, eh, madame, vous voulez que je vous parle en quelle langue? Vous voulez que je vous parle en africain? Et donc, pour elle, toutes les personnes qui viennent du continent africain parlent la même langue. Et donc, quand on adopte ce genre de discours, vous faites chez vous comment? Ou bien alors, il vient de là-bas, donc c'est comme ça enferme la personne. Enfin, donc déjà, c'est des stéréotypes, comme on disait tout à l'heure, des préjugés, et ça peut bloquer au lieu d'ouvrir le chemin justement de négociation et enfin, de direction en fait vers les résultats positifs. Voilà, c'est ça que je voulais souligner.
Mhm. Merci beaucoup, Cécile Espécieuse. Alors, j'ai une autre question d'une personne qui me demande, est-ce qu'il est d'abord nécessaire de se décentrer pour ensuite permettre à l'usager, à la personne qu'on accompagne, de se décentrer également? Est-ce que c'est ce qu'on cherche en fait à obtenir comme résultat? Oui, et en fait, pourquoi c'est important de nous décentrer d'abord? Parce que ça va permettre de créer les conditions, oui, pour que nous, on puisse ouvrir les champs des connaissances et des compréhensions et mieux comprendre la culture de l'autre. Parce que sinon, on a des automatismes qui font que pour nous, bon, c'est comme ça. Mais oui, c'est évident, c'est comme ça parce que c'est tellement ancré, oui, toutes les connaissances qu'on les a acquéries depuis la naissance dans ce qu'on appelle les processus de socialisation, que c'est évident, mais bien sûr, c'est comme ça, on ne va pas manger de telle façon. Mais pourquoi? Parce que il n'y a rien qui soit parce que, ok? Rien. Tout est sauf la biologie, d'accord? Après, tout ce sont des constructions culturelles. Et après, le fait d'aider les jeunes à visibiliser pourquoi OK, c'est important pour lui. Pourquoi c'est important pour lui de porter la casquette? Et pourquoi c'est important pour lui de manger de telle façon? Ça lui permet aussi de mieux se connaître lui-même, et d'ouvrir aussi ses lunettes culturelles et ça va lui permettre également d'ouvrir les champs des possibilités pour pouvoir trouver de nouvelles solutions et mieux s'adapter. Donc, quelque part, oui, c'est un double décentration qu'on va aider les jeunes à les faire en posant, comme je disais tout à l'heure, des questions bienveillantes, curiosité, positives, dans un cadre rassurant où il y a déjà un lien. Oui? Et on essaye d'abord créer un lien minimal qui soutient ce type de questions. Merci beaucoup, Cécile, pour cette réponse. J'ai aussi des professionnels qui se demandent comment faire pour poser des questions sur les codes culturels des personnes sans pour autant être intrusif. Parce que je pense qu'il y a aussi cette peur-là d'aller poser des questions ou, bah, pour comprendre l'autre hein, et justement pouvoir arriver à ces négociations. Comment on fait quand parfois ça touche des sujets bah, qui sont peut-être parfois tabous, hein. On parlait tout à l'heure du lien conjugal, etc. Parfois, c'est compliqué. Donc, comment on fait pour poser des questions sans pour autant être trop intrusif et que bah, la personne, finalement, le prenne mal, en fait? Oui, ok. Bon, déjà, être intrusif, on ne sait jamais jusqu'à quel point on va l'être, on va l'être parce que c'est une perception individuelle. Okay? Peut-être que pour moi, là, c'est très intrusif de poser la question qu'est-ce que vous faites après, mais peut-être que c'est très normal de savoir que vous allez faire après. On reste un moment pour faire un debrief. En réalité, et pour moi, personnellement, et selon mon expérience, la meilleure façon, c'est d'abord créer des conditions minimales de possibilités, c'est-à-dire créer un espace de confiance avant d'échanger sur d'autres sujets. Okay? Et après, parler de nous-mêmes, oui, chez moi, chez nous, ici, moi, j'ai l'habitude aussi. Moi, je me permets de passer un peu du registre professionnel au registre personnel. Okay? Et ça, c'est quelque chose que Marguerite Conemérique conseillait. D'accord? Ah, de se permettre de, ah, moi, chez moi, à la maison, nous, on a l'habitude de, oui, ou avec mes enfants, moi, j'ai l'habitude de, quand ils ne me regardent pas dans les yeux, chez moi, on a l'impression que, ou j'interprète, donc, parce qu'on est aussi des personnes. Okay? Donc, ça permet aussi, quand on ouvre un peu notre espace personnel sans pour autant aller vers notre intimité, il faut savoir quelles sont nos limites, mais aller un peu au-delà, ça va permettre aussi d'aller un pas plus en profondeur et que la personne ne se sent pas intrusive. Qu'est-ce si je pose seulement des questions? Et pourquoi c'est comme ça? D'accord? Et chez toi, c'est comment? OK. Donc, il faut essayer de créer, même s'il y a une hiérarchie, on peut, avec des questions, des récits, du partage, et créer un espace pour que les questions ne soient pas vécues
comme une intrusion, mais comme des questions dont il y a de l'intérêt. Oui, je m'intéresse à toi, ça m'intéresse. Ce n'est pas juste un jugement, ça m'intéresse. Okay? Donc, c'est une façon que les gens puissent se sentir aussi valorisés. Okay? Et quand on se sent valorisé par rapport à sa culture, là, ça permet de s'ouvrir. Okay? Moi, quand on me pose la question, là, je suis avec mon maths, d'accord? Et c'est quoi ça? Déjà, quand on me regarde comme ça, parce que là, il faut des personnes qui pensent que je me drogue, OK? Et bien sûr, ça me provoque, moi, ça ne me pose pas de questions, moi, j'interprète comme ils sont en train de me rejeter, donc je fais comme ça, je continue ma maths. Quand quelqu'un vient me dire, c'est quoi ça? Ah, et comment ça se passe? Pour moi, c'est un plaisir de raconter, de partager, oui, une partie de ma culture. Et c'est un moment, et selon comment on me pose les questions. D'accord? Donc, bon, moi, je dirais d'y aller dans ce sens-là, avec une curiosité bienveillante, positive, et ne pas hésiter à aussi partager des aspects personnels, oui, de votre propre culture. Merci beaucoup, Cécile. Donc oui, du coup, si je comprends bien, c'est un peu donner de soi pour éviter que la personne ait l'impression de vivre un interrogatoire et plutôt qu'elle vive un vrai échange, une vraie discussion de relation d'humain à humain, quoi, finalement. Oui, Spéciose, peut-être tu voulais rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Ce que je souhaitais ajouter, c'est que, au fait, euh, je dirais que c'est facile d'offrir, au fait, ces espaces d'expression aux personnes que nous accompagnons. Dans ce sens que le lien d'accompagnement, au fait, c'est un lien qui ne peut pas être dépourvu d'une part affective. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains, comme le disait Cécile, on n'est pas des machines. Donc, il y a une façon de faire. Alors, moi qui suis sur le côté parentalité avec les enfants, je sais que les enfants nous offrent beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur lesquels on peut partir. L'enfant, il fait comme ça, l'enfant dit comme ça. C'est très facile et c'est très bienveillant. Donc, en tout cas, c'est très facile de le faire avec bienveillance quand on parle, par exemple, sur une situation à faire par un enfant. Ah oui, il est en train de manger une banane. Et donc, vous, peut-être que ce n'était pas le moment de manger la banane. Et donc, ah oui, est-ce elle est belle cette banane, etc. Donc, enfin, partir des moments vraiment anodins, des situations un tout petit peu anodines pour en fait, instaurer ce genre de conversation. Moi, j'aime bien dire, peut-être que ces personnes que nous accompagnons attendent cette opportunité. Euh, il ne faut pas avoir peur de faire un pas vers ce côté, enfin intime, et je vais le dire comme ça, parce que la personne qui a posé la question, c'était ça, comment ne pas être intrusif. Évidemment, on n'y va pas en forçant la porte, mais montrer avec des phrases simples, avec des situations simples, que vous êtes là, vous pouvez écouter ce que la personne est là à vous dire. Euh, Peut-être qu'elle est là en attendant cette opportunité-là. Et que si je me dis, ah, je vais être intrusive, vous lui privez de cette opportunité qui est très importante. Et après, ce que je voulais, avec quoi je voulais clôturer mon intervention là-dessus, c'est respecter quand la personne n'est pas encore prête. Parce qu'on le sent, quand on est professionnel, on est en échange avec quelqu'un, à un certain moment, on sent que la personne n'est pas prête à faire un pas de plus. Respecter et peut-être penser à une autre opportunité où elle se sentira beaucoup plus prête. Voilà. Merci beaucoup Spéciose pour ces informations. Alors là, j'ai un autre professionnel qui dit, alors savoir qu'il faut se décentrer, ça ne veut pas dire savoir le faire. Et du coup, est-ce que finalement, il y a comment on arrive en fait à avoir cet automatisme de décentrage? Enfin, est-ce que c'est possible déjà d'adopter des comportements qui permettraient de rentrer dans automatiquement un décentrage sans forcément l'intellectualiser directement, mais concrètement en adoptant ce comportement de manière un peu naturelle, je dirais. Ouais. Et c'est une sorte de gymnastique cognitive émotionnelle. C'est vrai qu'au début, il faut vraiment s'efforcer parce qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude d'aller directement vers l'autre pour essayer de comprendre. Oui, pourquoi il fait ça, pourquoi il ne fait pas ça, comment je me positionne.
Et donc, ça, c'est un réflexe. Okay? Et c'est naturel. On a besoin de savoir si en face, il y a un lion ou un lapin. Okay? Et c'est la survie de l'espèce. Donc, c'est vraiment une sorte de gymnastique. Dans la première fois, il faut que je me pose la question, mais pourquoi je le fais la bise et m'a serré la main? Encore, oui, parce que chez moi, oui, c'est vrai que la bise, c'est social. Chez moi, on fait la bise au médecin, au plombier, au voisin, on fait la bise. D'accord, ok. Donc, doucement, ça commence à devenir après une habitude. Oui. De chaque situation qu'on vit, d'aller vers nous-mêmes. Ah oui, c'est vrai, non, moi, je n'ai pas l'habitude parce que pour moi, ce n'est pas du tout lié au respect. Pour moi, ça, c'est vraiment lié à n'importe quoi. Et la pudeur, mais bon, ou l'hygiène. Ah, les fait de. D'accord, ah non, non, pour moi, ça, c'est lié à non, la santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je le réformule et le partage tout le temps, d'accord? Mais ce sont des pensées pour moi-même qui vont tout le temps me permettre de mieux me connaître. Et plus on se connaît, et mieux on pourra s'adapter à des contextes différents. Donc, c'est une façon justement de continuer à nourrir notre identité. Donc, oui, au début, on s'efforce, comme quand on commence à courir. Et après, ça devient une habitude, une curiosité qui s'installe. Donc, je vous encourage à vivre des chocs culturels parce que ce sont des moments vraiment magnifiques pour connaître nos lunettes qui sont tellement collées, ancrées et qui nous viennent énormément et ne nous permettent pas de voir au-delà de nos lunettes qu'il y a énormément de choses à apprendre sur nous-mêmes d'abord et sur les autres. Merci beaucoup, Cécile, pour cette réponse. Alors, j'ai une autre question d'un professionnel qui demande comment on se positionne en cas de refus d'accompagnement. Alors que le professionnel, il perçoit qu'il y a une mise en danger, mais la famille qu'on accompagne, pas du tout. Donc, comment on arrive lorsqu'on est vraiment face à ce refus? Et je peux commencer, je continue comme tu veux. Oui. Alors, c'est difficile au fait parce que théoriquement, dans nos formations, on nous apprend qu'on ne force pas l'accompagnement. Le professionnel est là pour favoriser que la personne adhère. Donc, le professionnel doit chercher une adhésion à ce qu'il propose. On ne force pas. Et après, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une façon de se comporter qui peut montrer à la personne le fait qu'on est là pour l'aider et non pas pour lui faire du mal. Je peux m'imaginer bien la situation peut-être qui a poussé ce professionnel à poser cette question, c'est qu'il y a des choses, il y a des cultures où on éduque les personnes, surtout les dames, mais surtout les femmes, à prendre sur soi. Ce qui fait qu'il peut y avoir des choses vraiment qui doivent interpeller, mais la personne, selon l'éducation qu'elle a reçue, elle sait qu'elle ne peut pas dévoiler ça à une personne extérieure. Et comme je le disais tout à l'heure, je me dis, on va avec ce qu'on a. On va vers la personne accompagnée vers ce qu'on a. Voilà, je suis là, je suis pour vous accompagner. J'ai entendu ceci, ou bien alors j'ai observé ceci. Ça m'a questionné. Est-ce que vous souhaitez qu'on puisse en discuter? Peut-être que le premier jour, le deuxième jour, la personne ne se sentira pas prête à livrer des éléments importants. Mais l'essentiel pour moi, en tout cas, c'est de continuer à montrer à la personne que on est là. Et évidemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est que si ce sont des situations qui mettent la vie de la personne en danger, à un certain moment, en tant que professionnel, on est obligé d'alerter. Sinon, on va être taxé de non-assistance en personne en danger. Il y a des situations devant lesquelles on ne peut pas fermer les yeux, ça c'est sûr. Mais tant qu'on peut accompagner la personne pour l'amener à adhérer à l'accompagnement que je propose, moi je me dis, oui, normalement, nous sommes là en tant que professionnels en disant, de toute façon, c'est lui qui a besoin de moi, ce n'est pas moi qui ai besoin de lui.
Mais à un certain moment, justement, ça s'apprend aussi. Savoir que je suis en tant que professionnel pour lui apporter quelque chose qui lui manque. Oui, Mhm. Cécile, tu peux me compléter comme tu disais. Oui, et on peut, je suis tout à fait d'accord et avec toi, spécial, on peut, et là, il y a aussi la créativité qu'il faut mettre en place. Et parfois, ça peut être lié à une question de genre, ouais, et que la personne préfère être accompagnée, oui, par un homme ou par une femme, pour des questions culturelles. Donc, on ne va pas changer ses lunettes culturelles, d'accord, et du jour au lendemain. L'idée, c'est justement que cette personne ne s'isole pas. Donc, dans ces cas-là, mais toujours en posant des questions, pas à travers seulement mes hypothèses, mais on peut demander à un collègue ou une collègue, oui, de voir si avec elle ou avec lui ça se passe pareil. Et parfois, on voit que c'est une femme que elle pourrait travailler, mais pour des questions culturelles, elle n'ose pas, elle a peur. Donc, on peut commencer à l'accompagner dans des espaces où elle va un peu au-delà de sa zone de confort, c'est-à-dire de la maison où elle se sent plus protégée, vers un espace où il y a d'autres femmes qui ne vont pas travailler, mais ils vont juste un espace, une association où c'est qu'il y a des femmes qui se retrouvent une fois par semaine pour papoter, pour faire la cuisine, mais bon, ça va petit à petit de donner d'autres ressources, d'être entouré, il y a des informations qui circulent, et donc doucement, on peut les proposer d'autres types d'accompagnement, d'activités et qui vont l'aider à s'apprivoiser, à prendre de la confiance, à se ressourcer pour après l'accompagner à un autre degré, par exemple, d'autonomie. Okay. Donc, oui, il faut être créatif, je crois, et ce n'est pas hésiter à avoir toutes les ressources externes qui peuvent exister. D'autres associations, d'autres collègues. C'est pour ça que c'est très important pour nous, oui, pour les professionnels du social, de ne pas rester isolés, okay, de créer un réseau des associations de différents types. C'est là qu'il y a des idées qui peuvent émerger. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs professionnels qui a demandé si c'était possible d'avoir un peu une liste de phrases pratiques. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ce serait possible de faire ça parce que finalement, chaque situation est différente. Donc forcément, on doit s'adapter, j'imagine, notre comportement à la situation vécue. Donc c'est compliqué, j'imagine, de donner un petit peu des phrases toutes faites avec un kit de décentrage. Je pense pas vraiment que ça existe. Enfin, vous me direz en tout cas si je me trompe, mais c'est une question que se posent les professionnels, donc je vous la pose. C'est une question tout à fait valide, légitime. Après, pour moi, d'abord, des questions pour moi-même, c'est d'abord identifier quand il y a une émotion, quand il y a une rencontre, quand il y a une émotion. Et quand il y a une émotion qui apparaît, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, oui, dans mon identité qui a été touché. Donc déjà, qu'est-ce que je ressens? Okay, je suis triste, gênée, et agacée, perturbée. Okay, qu'est-ce que je ressens? Et après, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui était en train de... Quelle valeur, quelle croyance? Donc déjà des questions pour moi-même, pour rendre visible, oui, mon identité, mes valeurs. Et après, concernant l'autre, pour moi, c'est très important de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il ressent, comment tu te sens, pour qu'il puisse nommer ses émotions. Okay? Et là, on puisse valider ces émotions. Ok, je comprends que tu te sens triste ou tu te sens valider ces émotions pour après savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce que ça implique pour toi. Et à partir de là, des mots, oui, du récit de la personne, pour moi, c'est très important de prendre et de construire à partir de son discours, de ses mots à lui ou à elle. D'accord, je comprends que tu es triste parce que pour toi, telle ou telle chose implique telle ou telle autre. Donc, essayez de tenir en compte les mots, l'explication et bien sûr reformuler. Est-ce que c'est comme ça, je suis claire et pour
pour essayer d'être les plus connectés et en respect avec la personne qui est en face. Donc, moi, je ne pourrais pas dire des questions, mais des schémas plutôt, des pensées. Super. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Non, c'est très très clair, c'est super, très bonne réponse et je suis sûre que ça va être très utile aux professionnels qui sont sur le terrain. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'ai une dernière question. Une personne qui nous demande si il existe des ressources qui pourraient nous permettre de donner certaines clés de compréhension de codes culturels d'autres pays. Est-ce que vous auriez là-dessus? Bon, juste pour moi, c'est là le débat. Mais là, on a pour 2 heures de webinaire. Mince, on n'a pas 2 heures encore, malheureusement. Et justement, l'idée, c'est de ne pas associer des codes culturels à une culture, des manifestations à une culture. Pourquoi? Parce que la culture change, évolue. Parce que dans une culture, il y a des subcultures. Parce que selon les genres, l'âge, la profession, il y aura des changements. Donc, l'effet d'associer, OK, dans telle culture, il ne faut pas faire comme ça, il faut plutôt faire comme ça. Pour moi, c'est un risque immense. Oui. Et ça renforce les stéréotypes, ça renforce les préjugés, ça va rigidiser ma perception. Donc, l'idée, c'est d'aller justement au-delà de ça. Là, je suis en face d'une personne qui a d'autres codes. Je ne sais pas d'où elle vient. D'accord? Donc, on va explorer ensemble. Bien sûr, je peux après m'appuyer, oui, des collègues, d'autres ressources, des personnes de son entourage pour décoder sa culture à lui. Parce qu'en réalité, à la fin, il y a autant de cultures que d'icebergs. Et on est tous et toutes des icebergs différentes. Okay? Il n'y a pas deux paires de lunettes pareilles. Donc, pour moi, c'est explorer, découvrir plus que d'apprendre un AVC culturel. Mais bon, oui, effectivement. Oui, alors si je peux... Pardon. Si je peux me permettre d'ajouter au fait, c'est qu'on ne peut pas dire il y a une liste de codes culturels d'un pays. Disons, il y a des pays, par exemple, où il y a 300, 200, quelque chose ethnies, et que chaque ethnie a sa façon de faire. Alors, je me rappelle un jour, on était en formation où on nous a demandé de parler de rituels, par exemple, qui accompagnent le décès dans une famille. Et je me rappelle qu'il y a une personne qui était avec nous qui a dit, dans mon pays, il y a 270 ethnies. Et quand il y a un mort dans la famille, c'est-à-dire qu'il y a 270 façons de gérer la situation. Et donc, vous vous imaginez en tant que professionnel, si vous cherchez à comment on se comporte avec une personne, je prends au hasard comme ça avec un Camerounais qui va vous dire par exemple, ah oui, d'accord, on fait comme ça, et que vous allez appliquer la façon de faire de la personne que vous avez devant vous, vous allez l'appliquer à tous les Camerounais que vous allez rencontrer, et donc vous vous imaginez les dégâts qu'on peut faire. Et moi, ce que je me dis, c'est on juge, je répète au fait ce que disait Cécile, partir d'abord de pourquoi, au fait, ce que l'attitude de cette personne et pourquoi ce que me dit cette personne, pourquoi ce que je vois chez cette personne, pourquoi ça m'interroge, pourquoi ça provoque quelque chose chez moi, pourquoi ça me choque. Et après, suivre le chemin, comme nous l'avons tracé tout à l'heure, pour analyser au fait, Cécile l'a bien dit, dans l'ici et maintenant. Et comme ça, vous pouvez donner les clés à la personne que vous avez devant vous. Évidemment, ça vous enrichit. Ça peut être un point de départ sur notre situation que vous allez vivre à un autre moment, mais ça ne veut pas dire que, même si vous êtes parti sur le même point de départ, ça ne veut pas dire que vous allez emprunter le même chemin jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont extrêmement riches et on voit à quel point c'est compliqué parce que évidemment, il n'existe pas de mode d'emploi dans le choc culturel et ça demande à s'adapter à chaque situation. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est complexe et que ce sujet est aussi intéressant. Donc, merci à vous deux, vraiment, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à nos auditeurs.
Oui. Je tiens également à remercier toutes et tous pour votre présence et pour votre participation à ce webinaire. Remercier également nos collègues qui ont participé en back-office pour prendre toutes les questions et nous les redistribuer. Et pour rappel, si vous souhaitez revisionner ce webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube de FTDA et également sur notre site internet du Centre Appris aux ressources intégration. Et d'ailleurs, on vous invite aussi, si vous voulez, à consulter notre site pour connaître les prochains événements et toute information nécessaire. Et puis simplement aussi, si vous voulez trouver des ressources, des informations diverses pour justement vous outiller au quotidien dans votre travail effectué auprès des personnes bénéficiaires de la protection internationale. Voilà, merci encore pour votre attention et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.